parole est à Maxime. Vas-y, Maxime, ça dit mal. Maxime, c'est Ok, bon. bah alors cette fois-ci allons-y parce que on sait que la fin est à 10 heures, donc le temps est compté. Moi je serai assez bref déjà pour remercier les quelques personnes que vous êtes et qui êtes venues écouter un peu. On est dans la phase de lancement de l'Institut pour la démocratie en santé, qui est une initiative qui a été portée par la FHF, le CIS et l'École des hautes études en santé publique. C'est une initiative, à mon avis, dont l'historique remonte à bien avant la période des élections présidentielles passées. Mais en tout cas, pour ce qui est de la datation FHF, ça remonte à la plateforme qui avait été produite à l'occasion des élections et qui avait conduit à la formulation de 10 propositions pour la nouvelle ministre de la Santé, qui avait été proposée sitôt son installation, avenue de Ségur. Alors, ceci étant dit, l'Institut pour la démocratie en santé, il repose sur une conviction, c'est qu'il faut davantage associer le patient quand il est patient, l'usager quand il est usager, ou le citoyen d'une manière plus générale, aux choix qui sont faits en matière d'organisation du système et d'organisation des soins. Christian ou Roland en dira probablement un mot sur les trois niveaux d'intervention pertinents du patient, de l'usager ou du citoyen. En tout cas, on a cette conviction, c'est qu'il faut l'impliquer davantage dans ses soins, l'impliquer davantage dans les choix. Et on a aussi la conviction qu'il peut contribuer à déplacer un peu l'équilibre des forces, un peu figé, qui doit nous permettre de faire évoluer le système de santé face aux nouveaux besoins qu'on a, les nouveaux besoins exprimés, une plus grande participation, nouveaux besoins parce que les besoins de santé ont évolué, davantage de pathologies chroniques, des conditions chroniques. Donc on a la conviction que le citoyen peut un peu rompre cet équilibre installé qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas dans une dynamique de changement de notre système de santé, quoi qu'on en dise, simplement dans une dynamique d'optimisation et de réglage fin. Et on a souhaité créer cet institut sur la base de cette conviction. Il y a aussi un constat qui est partagé entre, je pense, entre le CIS, le HESP et la FHF, c'est que cette implication de l'usager, ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose auquel on a été formé. C'est d'ailleurs pas quelque chose auquel les professionnels sont formés aujourd'hui. Et ça nécessite d'être systématique, ça nécessite de la méthode, ça nécessite du savoir-faire, une culture partagée. Et c'est la vocation première de l'Institut, d'instaurer ce côté un peu systématique et d'outiller un peu ce partenariat. L'Institut, ça sera rappelé, il a vocation à intervenir auprès des professionnels, avec les représentants des usagers. La cible première de l'Institut pour la démocratie en santé sur sa mission de formation, c'est les professionnels. Roland en dira un mot. Voilà pour ces quelques éléments de cadrage. On est dans la phase de lancement. Hier, on a eu l'acte politique de la signature de la Convention qui ne dit rien du futur. C'est pour ça qu'on voulait pouvoir échanger plus largement sur les missions et sur le calendrier prochain. On a une séquence de travail qui est ambitieuse jusqu'à la rentrée et puis après sur l'année 2015-2016. On vous en dira un mot également. Et tout de suite, on va avoir deux interventions. Monsieur Saoud va nous présenter davantage les concepts sur la démocratie en santé, sur pourquoi c'est important, comment ça a émergé. Et Roland Olivier dira un mot sur l'organisation de l'Institut telle qu'on l'a pensé aujourd'hui. Mais évidemment, chacun intervient sur les parties des autres. Voilà, je laisse la parole à Christian Saoud. Merci Maxime. Je ne voudrais pas être trop long parce que je pense que c'est important d'échanger. Je voulais juste dire que ce projet, nous on en est partie prenante parce que c'est une logique collaborative, c'est pas une logique de l'école a décidé que, la Fédération hospitalière de France a décidé que, mais c'est un processus de travail collaboratif entre nous, alors qu'évidemment est toujours un peu complexe parce qu'on a chacun nos identités, il faut se caler les uns les autres, mais l'ambition c'est que ce soit un travail d'échange, un travail collaboratif, un travail de co-construction. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que c'est une démarche ouverte. Aujourd'hui, on parle de la FHF, du CIS,
de l'école des hautes études, mais le processus est évidemment ouvert et d'emblée, d'ailleurs, dans la convention institutive figure l'ouverture au médico-social. Donc il y a aussi des attentes sur l'accrochage médico-social. Et c'est d'ailleurs pour ça que le titre de l'Institut reflète cette ouverture, la démocratie en santé. On n'a pas voulu fermer aux sanitaires, sanitaro-centrés. Voilà, le troisième point que je voulais évoquer avec vous sur l'intérêt pour nous, le CIS, d'avoir un institut comme celui-là, c'est le besoin qu'on a de mieux identifier ce que c'est que la démocratie en santé en France. Il y a beaucoup d'incompréhension. Moi-même, quand j'ai des rencontres avec des parlementaires, je m'aperçois qu'au fond, alors qu'ils ont voté ça de manière unanime en 2002, avec le même texte dans les deux chambres, je ne suis pas sûr qu'ils aient forcément compris ce qu'ils ont voté. Je ne suis pas sûr qu'ils aient bien digéré le titre 2 de la loi du 4 mars 2002 qui s'appelle démocratie sanitaire. Il y a un certain nombre des interlocuteurs confondent d'ailleurs association et démocratie sanitaire, comme si la démocratie sanitaire était à son aboutissement quand on avait échangé avec des associations. Oui, sans doute, mais la démocratie sanitaire, c'est pour toutes les composantes du système de santé. Établissement de santé, professionnels de santé, c'est un processus qui concerne tout le monde. Alors évidemment, il y a un souci de rééquilibrage, parce que toutes les parties prenantes étaient déjà dans le jeu, et c'est le monde associatif qui n'y était pas. Donc il s'agit évidemment de l'inclure, mais de l'inclure comme tous les autres, à parité, avec les mêmes droits. Et puis la démocratie sanitaire, ça n'est pas que les droits individuels, ce qu'a admirablement fait la loi du 4 mars 2002. Mais il y a aussi toute la question des droits collectifs, il y a toute la question de ce qu'on appelle pas bien en France, parce qu'on ne sait pas le traduire, l'empowerment, le renforcement de capacité des personnes face au système de santé, pour lequel la ministre a eu de l'attention, puisque dans l'article 22 de la loi, qui va probablement s'appeler la loi Touraine, il y a un dispositif sur les projets d'accompagnement à l'autonomie des patients. Donc c'est une manière de faire vivre aussi cette troisième composante de la démocratie sanitaire. Et puis la quatrième composante, c'est les lieux et les processus de décision. Un certain nombre de lieux ont un caractère permanent, la Conférence nationale de santé par exemple. Puis il y a des processus qui sont plus temporaires, comme des états généraux ou des assises, comme on a vu sur les assises du médicament, ou bien les états généraux de la santé en 98 et 99. Donc on a besoin, je crois, de bien comprendre quelles sont les différentes instances de cette démocratie sanitaire, quelles sont ses composantes, parce que sinon, voilà. On en a d'autant plus besoin qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens à parler de cette langue, de la démocratie en santé, que ce ne soit pas simplement l'affaire de quelques personnes convaincues à cette tribune ou probablement dans l'assistance aujourd'hui. Il faut qu'on fasse école, entre guillemets. Et de ce point de vue-là, un des intérêts de l'Institut, c'est aussi de servir de point d'appui pour une série de livrables dans les formations internes de l'école, mais aussi d'actions parfaitement autonomes de l'Institut pour former et informer sur la démocratie sanitaire. Puis le dernier élément que je voulais soulever par rapport à l'Institut et le fait qu'il s'appelle Institut et qu'il y ait dedans des processus de recherche, c'est aussi ça qui nous importe, parce que la démocratie sanitaire, elle a aussi, et il faut qu'on ait cette ambition pour elle, la volonté de découvrir un avenir. Elle n'est pas figée. Aucun processus démocratique n'a jamais été figé. Donc il faut continuer à les inventer. On a beaucoup consacré dans la démocratie sanitaire jusqu'à présent tous les processus qui sont des processus de représentation, où on fait siéger les gens, mais la participation, c'est pas que la démocratie sanitaire, c'est pas que la représentation, c'est aussi la participation. Ce que Claire Compagnon, dans son rapport qu'elle a remis l'an dernier à la ministre, a appelé la co-construction, mais c'est important de faire des choses ensemble. Il n'y a pas que siéger dans une instance pour faire observer que, pour râler ou pour contester. Il y a aussi participer à une action pour la construire, améliorer la qualité d'une prestation hospitalière, améliorer le bien-être d'une personne dans un établissement, renforcer les capacités des uns et des autres à mieux se servir du système de santé. Et puis on a besoin aussi de ce pôle de recherche, de ce pôle de prospective sur des questions nouvelles qui vont arriver. Que va devenir le rapport de l'individu au système de santé avec la montée en puissance des outils numériques. Toutes ces questions relatives aux données de santé sont des questions qui sont délicates pour les individus. On pourrait, pour certains d'entre nous, avoir le sentiment qu'au fond, aujourd'hui, il n'y a plus de vie privée, en tout cas plus de vie privée en santé. Même les médecins utilisent pour 20% d'entre eux des données qui circulent sur des smartphones, autant dire qu'elles ne sont sécurisées par à peu près rien. Mais en même temps, on sait très bien que c'est comme ça, c'est une donnée nouvelle, et il faut regarder, il faut s'interroger sur
qu'est-ce que ça va bouleverser dans la démocratie en santé, l'arrivée du numérique, à la fois du côté des prestations qui sont offertes et aussi du côté des droits fondamentaux des personnes. Vous savez que le président Hollande, dans sa campagne, avait parlé d'un habeas corpus numérique. Il y a des préoccupations, il y a des interrogations, y compris dans le reste du monde, pas simplement en France, sur ce que devient la vie privée avec les outils du numérique. Donc il y a beaucoup de champs à investiguer et c'était pour ça aussi que l'Institut nous paraissait quelque chose d'intéressant. Et voilà, je voulais terminer sur ces mots-là, sur des mots d'avenir et de prospective, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est figé et arrêté. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Roland, je te cède la parole. Bien, merci Christian. Alors simplement vous présenter effectivement d'abord comment va fonctionner l'Institut, mais très rapidement. Vous avez dû prendre connaissance des éléments dossier presse sur le sujet. Juste une précision avant, et Christian l'a évoqué, c'est que notre ambition, c'est à la fois d'intervenir dans le champ des politiques publiques, c'est-à-dire effectivement comment les décideurs s'emparent de la question de la citoyenneté en santé, et aussi dans le champ du fonctionnement, du pilotage des établissements, des services, en quelque sorte, comment le patient, l'usager, le citoyen est partie prenante, par exemple, d'un projet établissement ou est partie prenante de la vie d'un établissement, qu'il soit sanitaire, qu'il soit social ou médico-social. Alors, notre institut, en fait, on ne s'est pas trop attaché à définir des formes de fonctionnement, comment j'allais dire, rigoristes. L'objectif, c'est de pouvoir travailler. Alors, il y a un comité de pilotage initial qui est celui des fondateurs. Christian l'a évoqué. Donc, il y a 3 parties prenantes. Le collectif interassociatif sur la santé, l'AFHF et l'école des hautes études en santé publique. Et il y aura effectivement en plus, s'ils en sont d'accord, 2 représentants du champ social, médico-social, de façon à élargir la palette des points de vue et aussi avoir donc une production riche. Pour autant, ce n'est pas fermé. Effectivement, l'idée ensuite, c'est de rapidement réunir un conseil d'orientation avec les partenaires intéressés, à la fois, disons, un collège des usagers au sens large, tous ceux qui représenteront les citoyens, et puis effectivement les pouvoirs publics, les grandes institutions, qui pour certaines déjà nous ont indiqué qu'elles étaient intéressées pour travailler avec nous. Je pense en particulier à la CNSA et à son fameux rapport de l'an dernier, où elle a mis l'accent sur la citoyenneté, notamment dans la vie des établissements et services. Donc voilà, et comme Christian et Maxime aussi l'évoquaient, la vocation, c'est aussi une vocation de mener des études, donc de faire de la recherche, donc de constituer un conseil scientifique qui va éclairer le comité de pilotage, le conseil d'orientation sur la nature des travaux à conduire et à mener dans le champ donc, de l'implication citoyenne en santé. Alors, peut-être nos programmes. Alors, effectivement, comme l'évoquait Christian, notre priorité concernant l'Institut, c'est la formation des dirigeants en santé. Par dirigeants en santé, on entend évidemment les responsables, par exemple, des instances de régulation, des ARS, donc des services déconcentrés de l'État, et les responsables d'établissements, donc quels qu'ils soient, à la fois en formation initiale et en formation continue. Alors on a testé ça dans le cadre d'un partenariat avec le CIS cette année, où nous avons pu conduire ensemble ce qu'on appelle un module interprofessionnel, qui a regroupé des élèves de différentes filières de l'école et qui a traité du fonctionnement et du bilan des CRUC PC et des CVS, donc des commissions des relations avec les usagers et des conseils de la vie sociale. Donc notamment le CIS a contribué, a permis de prendre la tâche directement de représentants d'usagers pour conduire ce travail. Donc je vous donne un exemple, c'est une petite illustration, mais voilà ce que je voulais vous indiquer. Puis pour le reste, effectivement, il y a des sessions pour des dirigeants, mais tout ça est à construire. Deuxième point qui est très important, et ça a été dit par la FHF et par le CIS, c'est la volonté de mettre en place ce qu'on a appelé un centre de ressources. Alors, on va créer un site, mais ce n'est pas uniquement ça qui est important, ce n'est pas ça l'essentiel. Bien sûr qu'il faut un support. D'abord, avec une volonté toute simple, c'est de dire voilà où vous allez pouvoir trouver de l'information, voilà où vous avez de la documentation facilement accessible, et surtout,
ne pas réinventer, excusez-moi l'expression, l'eau chaude, mais plutôt mettre en rapport, avec des productions, avec des sites existants. Je pense notamment évidemment aux travaux du CIS, mais aux travaux aussi du ministère ou d'autres instances. Et puis ensuite, eh bien, en fonction de ce que va décider le comité de pilotage, nous avons des perspectives, comme par exemple, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces matériaux de la démocratie sanitaire déjà constitués, accumulés par les conférences régionales pour la santé et l'autonomie? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Autre exemple, il y a une labellisation des établissements, de services, d'institutions dans le cadre donc d'un concours droit des usagers. Quels en sont les effets? Qu'est-ce que ça donne 1 an, 2 ans après? Et puis surtout, on ne va pas se priver de lancer des études sur des exemples d'implication citoyenne, à la fois au plan national et au plan international. Donc toujours dans le champ des politiques et dans le champ du fonctionnement des organismes et institutions en santé. Car la volonté, c'est d'être aussi pratique et concret. Alors, autre sujet, c'est effectivement participer aux travaux de recherche. Alors, encore une fois, l'Institut n'est pas un organisme de recherche. Son rôle, c'est de mettre en rapport, de faciliter les relations entre chercheurs et organismes de recherche. Pour commencer, effectivement, tout simplement par une revue de littérature, c'est-à-dire quel est l'état de la connaissance sur le sujet, au plan national et international, on insiste là-dessus. Et puis ensuite, Christian l'évoquait, eh bien, il y a des thématiques qui vont être retenues sur des champs qui nous paraissent peu, mal, insuffisamment explorés et qui méritent effectivement une analyse, une démarche scientifique ou des études. Alors, effectivement, par exemple, qu'est-ce que ça donne d'impliquer les citoyens, par exemple, dans la construction d'un projet local de santé, par exemple? Qu'est-ce que ça donne, la participation citoyenne dans la construction d'un projet d'établissement? Et puis on a des sujets aussi très très concrets comme l'implication de l'usager, de l'empowerment, comme l'évoque Christian. Est-ce que ça a des effets en termes de performance du système de santé? Vous voyez, ce sont des hypothèses, encore une fois. Je crois que le champ est vaste. Alors dernier point, effectivement, comme l'évoquait Maxime, et bien sûr, là, je vous laisserai tous les deux intervenir, on a décidé de démarrer l'Institut par effectivement la mise en œuvre d'un cycle de conférences. Il y aura une conférence inaugurale début septembre, donc on va communiquer bientôt là-dessus. Et puis 4 conférences d'octobre 2015 à mars 2016. Alors il y a plusieurs thèmes qui seraient possibles. Tout à l'heure, Christian l'évoquait, je pense, l'empowerment. Est-ce que c'est une approche strictement anglo-saxonne ou est-ce que c'est quelque chose que l'on peut travailler aussi chez nous? Qu'est-ce que c'est que la démocratie en santé? Voilà, enfin, peut-être que si Christian et Maxime veulent... comment fixer, par exemple, le prix du médicament? Enfin, des choses qui sont au cœur des enjeux du système. Voilà. Alors, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que de manière concrète aussi, on va lancer dans très peu de temps une étude sur la participation des usagers dans les établissements de santé. Donc avec trois axes. État des lieux sur la place des usagers, c'est-à-dire comment ça se passe. Deuxièmement, c'est en quoi les usagers sont impliqués, sur quel thème, dans quel domaine ils sont consultés. Et puis, un point important aussi, et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quels sont les besoins en formation que les professionnels des établissements expriment. Puisque vous savez que les représentants des usagers par eux-mêmes se forment, ont des structures pour ça. Mais cette question de la formation des professionnels est un sujet important, car nous sommes persuadés qu'il y a sans doute derrière des questions de savoir-faire, de modalités, d'organisation. Et puis, comme nous sommes très très optimistes, il n'y a pas de raison de l'être, c'est qu'on en profitera pour demander aux établissements et aux structures quelles sont les expériences qu'ils ont pu mener, quelles innovations ils ont pu lancer, de sorte à ce que ces travaux viennent enrichir les contributions de notre centre de ressources dont nous avons parlé à l'instant. Donc voilà, très rapidement, à grands traits, ce que nous pensons faire, mais tout ça, ça démarre maintenant. Non, ça suffit. Alors, précision, il faut le dire, c'est une initiative qui est soutenue par les pouvoirs publics. Aucun d'entre nous n'a eu l'occasion de le dire jusqu'à présent. Puisqu'ils ne sont pas là, ouais.
donc c'est pour l'année inaugurale, c'est un financement national de l'ordre de 400 000 euros. Donc qui va être... on n'a pas encore décidé complètement de l'allocation des fonds, sachant que l'Institut n'a aucune charge fixe pour le moment. On aura certainement beaucoup de moyens à mettre sur le cycle de conférences, sur la création du site internet et sur la valorisation des premières expériences. Donc ça, c'est un point que je voulais souligner. Le deuxième point, l'Institut a une forte ambition, ça vous a été présenté, intervenir sur des questions prospectives, plus d'éthique et de santé publique, intervenir sur le champ de la décision dans les politiques publiques, notamment en santé, et je pense dans toutes les politiques publiques qui ont vocation à avoir un impact sur la santé, c'est-à-dire la majorité des politiques publiques du reste. Moi, je suis FHF, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment la partie centre de ressources et la partie formation également, de manière à ce que soient valorisées les premières expériences qu'on a en matière de démocratie sanitaire. On a vu dernièrement un communiqué de presse du CH de Tourcoing qui a associé les citoyens de son territoire de santé dans la finalisation de son projet d'établissement. Les établissements de santé vont rentrer dans sont et continuent à être dans une période de restructuration. On parle des GHT, les groupements hospitaliers de territoire. C'est vraiment la grosse actualité pour les hôpitaux. Il me semble que plus que jamais, on va avoir besoin de demander aux habitants, aux citoyens, aux gens des territoires concernés, on va avoir besoin de les consulter sur les besoins, la façon d'y répondre au mieux. Et ça doit être un puissant levier qui doit accompagner la restructuration et le positionnement de chacun des établissements. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, un sujet concret sur lequel on va pouvoir aller assez vite et j'espère avoir des bons retours d'expérience. Accompagner cette tendance de fond qui est l'association des usagers et des patients dans l'organisation des soins, dans les choix architecturaux qui peuvent être faits. On a une définition de la qualité aujourd'hui à l'hôpital qui est de plus en plus fondée également sur l'expérience de l'usager, la gestion des délais, la façon dont il ressent les soins au-delà de la qualité médicale. Tout ça, ça va être des éléments très importants à capitaliser et à systématiser, et l'Institut doit nous aider là-dessus. Ouais. Des questions? Des réactions? Isabelle Pujal-Lorraine, Centre national de gestion. Donc merci pour cette présentation qui donne un contenu à la fois très concret et en même temps très prospectif. Donc c'est bien d'avoir des visions prospectives, hein, on en a besoin par rapport au fonctionnement de notre système de santé. Si vous aviez donc peut-être à caractériser l'état finalement de la problématique et de la situation de la démocratie sanitaire en France par rapport à d'autres pays, puisque effectivement les comparaisons sont très importantes et vous allez manifestement vous en inspirer pour faire un peu cette revue de littérature et cet état des lieux, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que notre pays est en retard par rapport à d'autres? Est-ce que la réflexion a mûri et vous sentez effectivement qu'il y a un courant maintenant très favorable pour permettre cette participation des citoyens? Ça m'intéresse d'avoir en quelques mots votre point de vue sur la situation en France. Enfin, il me semble, pour ce qui est l'approche que moi j'en ai, c'est pas une question de retard ou d'avance, c'est une question de méthode. Notre pays a choisi, lors de la loi du 4 mars 2002, un mode d'action qui était plutôt la représentation, le fait de siéger, en cliquant un peu sur le mulot du droit du travail. On va faire comme avec les syndicats, on va faire siéger des associations. Il y avait très très peu de participation dans la loi du 4 mars 2002. On l'a peu vu d'ailleurs. Il y a eu, à mon souvenir, 2 circulaires de la DGOS invitant les établissements publics à mettre en place des conventions avec des associations pour la participation de ces associations dans le service public hospitalier. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une synthèse de ces conventions, qui sont des conventions de contribution, de collaboration. Même moi qui ai présidé Aide pendant 10 ans, je ne pense pas qu'on puisse mettre sur la table une convention ou 2 conventions de collaboration avec des hôpitaux publics, alors même que la prise en charge du VIH était totalement faite à l'hôpital public. Donc il y a un tropisme, il y a une préférence française pour la représentation.
Et puis dans les autres pays, on est plus dans des logiques de participation, avec moins de réglementation, mais plus de guidelines, plus de recommandations, plus de facilitation, et dans des cultures qui sont des cultures de l'empowerment. Je vais vous en donner un exemple. Par exemple, vous trouvez à Québec un modèle qu'on appelle le modèle de Montréal sur le patient partenaire. Vous avez dans la revue Santé publique paru le numéro spécial, je crois, de 2015, vous avez un article sur le modèle de Montréal. J'ai discuté avec eux et je leur ai dit, mais comment est-ce que vous avez fait? Et ils m'ont dit, ben, on est allé voir la faculté de médecine et elle nous a pris sous son aile. Et voilà une phrase que nous ne pourrions pas dire. Voilà une phrase que les usagers, voilà une phrase que les patients ne pourraient pas dire. La faculté de médecine nous a pris sur son aile, ou alors il faudrait terminer la phrase pour nous étouffer. Voilà, c'est ça la difficulté dans laquelle c'est faire bouger les choses pour aller du côté participatif. Ça suppose un regard de générosité les uns sur les autres, et le système de santé français est encore un système vectoriel, descendante, qu'il s'agisse des professions médicales, prises individuellement, ou des structures prises de manière organique, établissements de santé, centres de santé, etc. C'est quelque chose de difficile. Alors, c'est en même temps vrai aussi de l'ensemble de la société française. Voilà, le pays est un peu comme ça. Les gens qui avaient comme moi, dans les années 70, des cheveux longs et des sabots suédois, se souviennent qu'on avait beaucoup de méthodes participatives, notamment dans l'urbanisme. Il y avait encore ce qu'on appelait les régies de quartier, etc. On faisait participer les citoyens à des choix urbanistiques. Et cette idée-là, de faire participer les citoyens, c'est quelque chose de difficile pour nous. Et il suffit que, si vous êtes un peu juriste, que vous regardiez par exemple le droit de l'environnement, c'est un droit de la procédure. Commission d'enquête, etc., etc. C'est pas un droit de la participation, enfin c'est pas, voilà. Et c'est des modèles difficiles pour nous Français, qui en plus, historiquement, considérons que puisque nous payons des impôts, c'est donc à l'État de faire, c'est à la République de s'en occuper, et c'est pas aux citoyens. Donc non seulement on n'est pas culturellement favorable à ça, mais on a un peu désappareillé les citoyens de toute envie ou de toute légitimité de vouloir faire des choses, quoi. C'est la difficulté de notre pays. Je pense que il suffit de regarder hier le rapport qu'a remis Claire Compagnon l'année dernière à la ministre, qui s'intitulait l'an 2 de la démocratie sanitaire, mais dont la substance centrale était la co-construction. Ben, ça a fait flop. Vous ne trouvez pas dans la loi de modernisation du système de santé des éléments de co-construction comparables à ceux que l'on avait introduits en 2002 au titre de la représentation. C'est très difficile pour nous Français, et pour moi je pense que c'est la principale différence, c'est d'aller vers des modèles, alors on les appelle comme on veut, participatifs, collaboratifs, de co-construction. Ça sera ça toute la difficulté. Merci Monsieur Saoud pour cette réponse à laquelle j'adhère absolument, et qui me permet d'ailleurs aussi de rebondir sur un des éléments présentés par Roland sur la formation des dirigeants. Je crois qu'effectivement il est fondamental de travailler sur la sensibilisation, la formation, le problème des représentations de nos dirigeants. Et à ce titre, le Centre national de gestion qui gère la carrière à la fois des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des praticiens hospitaliers qui sont aussi des managers, et de plus en plus, notamment quand ils sont chefs de pôle ou chefs d'unité fonctionnelle. Donc il est intéressant, et nous avons des synergies communes sur lesquelles nous travaillons beaucoup ensemble, sur la question effectivement de la formation de ces dirigeants à cette approche d'intégration des usagers dans leurs pratiques et leur mode de pilotage. Je voudrais rajouter un point de vue à la réponse de Christian Saoud. C'est vrai que l'impression qu'on peut avoir, c'est qu'on a une approche quand même assez institutionnelle de la participation des usagers, de définir la gouvernance, la place, la représentation. Ça génère d'un certain côté un manque de spontanéité. Ça, c'est mon point de vue pour ce qui est de la contribution des usagers aujourd'hui. De l'autre côté, point de vue professionnel, moi je suis aussi médecin en exercice, on a l'impression que la démocratie en santé, la participation des usagers, le droit des patients a quand même été, et c'est normal, construit sur de la revendication, construit un peu à charge, construit suite à des erreurs, suite probablement à des manquements des professionnels. Et donc on a toute une confiance aussi à reconstruire
sur le fait que la participation des usagers, c'est pas quelque chose à charge, c'est quelque chose de constructif sur lequel nous, professionnels, on a beaucoup aussi à retrouver. Donc, on n'est pas en retard, on a juste une histoire particulière et il me semble qu'on est dans un moment plutôt fécond. Je pense que ce que dit Maxime est tout à fait exact. Je veux dire, ce qui s'est passé, faut juste reprendre un peu de recul. Ce qui s'est passé dans les 2 dernières décennies du XXe siècle, c'est 2 crises majeures, la crise du sida et la crise des maladies nosocomiales. L'une dans la rue, l'autre dans les prétoires. Voilà, c'est quand même, voilà, et c'est notre méthode française pour faire bouger les lignes. On se met en colère, on descend dans la rue, on va chez le juge. Nous avons des difficultés sur les évolutions en routine. Et le problème qu'on a, c'est le passage de la phase que vient de décrire Maxime à une phase de progression en routine, d'un ajustement démocratique de nos réponses de santé. C'est ça qui n'est pas si facile, qui n'est pas très très facile à construire, mais on va probablement y arriver, parce que je pense que le temps des conflits est probablement derrière nous. Je ne vois pas se profiler une crise sanitaire au sens où nous les avons connues. La crise qui est devant nous est plutôt une crise économique de l'accès aux soins. Plutôt ça, la ligne qui est en train de se construire devant nous, c'est les inégalités sociales de santé et les inégalités d'accès aux soins. C'est ça la ligne qui nous préoccupe aujourd'hui. Et on est devant, au fond, un chantier qui est la prise de parole des sans-voix. C'est-à-dire tous ceux qui sont le plus à l'écart du système de santé et qui ne sont pas aussi bien armés qu'étaient les malades des années 80, malades du sida, ou des années 90, victimes des erreurs médicales, en situation de prendre la parole. Donc c'est ça qui est plus compliqué. Mais je pense ça va changer, on va s'ajuster. Moi je pense que l'Institut, il est là aussi pour brasser ces idées-là et dire comment est-ce qu'on arrive à ramener dans nos filets français ou étrangers des expériences sur l'évolution de notre modèle. La ligne, mais c'est un peu consistant. Roger, un instant, c'est un peu tout à fait en cohérence avec ce que tu dis. La ligne, c'est aussi de savoir les efforts en matière de maîtrise des dépenses ou de financement du système, comment ils vont se partager entre usagers et professionnels. C'est aussi cette question-là qui aura à traiter. C'est pour ça que l'Institut doit absolument intégrer cette vision sur les politiques publiques de santé, sur la régulation du système. Oui, alors Roger Defrange, j'arrive depuis le Haut-Doubs, donc la région de Franche-Comté. Alors, ce qui vient d'être dit, c'est tout simplement le vécu que j'ai depuis bientôt 28 ans, puisque il y a 28 ans, j'ai été transplanté du foie, et qu'à la suite de cette transplantation, je me suis retrouvé sollicité par le service d'hépathologie de Besançon pour créer une association. Et à partir de là, nous nous sommes effectivement positionnés bien avant que n'arrivent les représentants d'usagers, dans le fait que nous étions participatifs, puisque nous étions sollicités par le service pour témoigner effectivement auprès des gens qui étaient en attente ou qui allaient être inscrits sur la liste des transplantés. On arrivait, on pouvait positionner et donner justement des témoignages de vie réussis. J'en suis bien la preuve maintenant, puisque ça fait 28 ans. Mais enfin, à l'origine, je dirais que nous étions participatifs. Alors, lorsque est arrivé, après la loi Kouchner, qui a institué les représentants d'usagers, on s'est dit, tiens, ça y est, on est reconnu. Mais non, on n'était pas reconnu comme participatif. On a été positionné dans le système administratif pour représenter l'ensemble des usagers. Alors, c'est, je dirais, la grosse difficulté actuelle. Nous avons été recrutés par l'ARS du fait que nous étions, disons, plus ou moins présidents d'associations participatives. Et donc là, je me trouve actuellement, j'ai l'honneur d'avoir été choisi par la FHF pour faire partie de la commission des usagers. On va travailler tout à l'heure sur la laïcité, mais enfin, ça vient pour souligner la difficulté qu'il y a à être reconnu en tant que participatif, parce que ça veut dire que le personnel soignant se trouve en face de gens qui, disons, n'ont aucune formation sur le plan du contact, sur le plan de la connaissance médicale et autres.
Et là, c'est notre association, donc Transeipat, qui, disons, couvre cette association, s'efforce de mettre en place, avec le service de l'hépatologie de Besançon, un système de formation qui va permettre déjà au moins aux gens transplantés qui sont sollicités pour témoigner de pouvoir travailler en fait en entretien déjà à ce niveau-là. Et puis ensuite de mieux connaître tout ce qui tourne autour de la maladie du foie. Donc vous voyez qu'il y a énormément de travail qui peut être fait, d'une part par les associations, mais tout ceci s'inscrit dans un cadre de bénévolat, et c'est ça qui est aussi surprenant, parce que là on devient des gens participants à je dirais au parcours de soins des personnes qui sont hospitalisées, et nous le faisons bénévolement. Et il faut que l'on soit accueilli et admis par les soignants en tant que, je ne dis pas professionnel, mais compétent pour faire ce que nous avons à faire. Donc là, le lien, effectivement, il est à faire en France. Et il est parfait. Oui, enfin, je pense que pour nous, c'est, si vous voulez, il y a une difficulté, c'est que le cadre de 2002, qui est un cadre de représentation, suppose la montée en généralité des représentants des patients, parce qu'on est tous venus d'une pathologie particulière, d'une spécificité. Et la loi, au fond, vous dit, vous devez représenter les usagers, c'est-à-dire les usagers en général. Ce que les sociologues appellent la montée en généralité. Voilà, c'est une difficulté pour nous, parce qu'on vient tous d'un engagement qui est thématique, spécifique, et on doit, au fond, balayer le système de santé depuis son organisation jusqu'à son financement, depuis le sanitaire jusqu'au médico-social, en passant par la prévention. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup, mais voilà, c'est en même temps consubstantiel à la représentation. Vous n'allez pas demander à des représentants syndicaux, par exemple, de ne pas connaître les règles du Code du travail, le monde du travail, la logique entrepreneuriale, ce que c'est qu'un système de production. Forcément, voilà, quand vous êtes dans cette représentation-là, voilà. Autre chose est celle de la participation, où on est plus centré sur sa pathologie ou sur l'environnement de sa pathologie, où là, effectivement, il y a de la formation à faire. Je veux bien considérer avec vous que c'est du bénévolat, mais en même temps, voilà, le bénévolat, c'est pas une indignité. Simplement, le bénévolat, il a besoin de trouver en face une reconnaissance sociale. Et c'est ça qui est probablement plus difficile à construire. Mais je ne pense pas que nous soyons non plus dans nos associations à la recherche d'une reconnaissance financière, mais à la recherche d'une reconnaissance institutionnelle, d'une valeur ajoutée participative. Et je pense qu'on arrive à le construire. En tout cas, moi, je vois sur le terrain des associations qui sont très articulées avec l'offre de soins, très collaboratives, avec des établissements qui jouent ça, qui jouent cette carte-là, en pensant que c'est un plus pour l'accueil dans l'institution, c'est un plus pour le suivi des personnes. Ça s'appelle de l'engagement, et c'est bénévole. Et voilà, dans beaucoup de pays étrangers, ça ne pose pas de difficulté, ce bénévolat-là. L'avantage des pays étrangers, notamment américains ou anglo-saxons, c'est que les allocations de ressources pour les initiatives de la société civile, les initiatives associatives, elles viennent du privé. On est dans des sociétés qui ont une tradition de la générosité du public, qu'elles viennent d'ailleurs du grand public lui-même ou qu'elles viennent des entreprises. Ce qui est compliqué et paradoxal dans notre pays, c'est alors même que le taux de pression fiscale sur les entreprises a été abaissé pour rejoindre le même niveau que celui qu'on observe dans les pays anglo-saxons, ça n'a pas suscité une générosité des entreprises pour créer des grandes fondations. Comme vous avez pu le voir aux États-Unis, des Bill Gates, vous n'en trouvez pas en France, vous ne trouvez pas des Warren Buffett, vous ne trouvez pas tout ça. C'est la vraie difficulté, c'est que le tissu des entreprises françaises n'arrive pas à mobiliser de la générosité pour faire que des initiatives de celles que vous évoquez se multiplient, trouvent un effet d'échelle suffisamment important pour changer la donne dans le système de prise en charge. C'est ça qui est un petit peu compliqué, et qu'en même temps, de l'autre côté, les allocations de ressources de l'État, elles sont limitées aussi par le budget de l'assurance maladie. Donc on se retrouve comprimé entre une nécessité de moderniser par des approches plus participatives, mais un effet de limitation par l'absence de ressources financières. Beaucoup d'associations comme les vôtres ont en magasin des projets pertinents, mais ont un problème de déploiement de ces projets parce qu'il n'y a pas les ressources financières.
Oui, bonjour, Marie Potvin. Je suis fondatrice d'Argo Santé, qui est une société de conseil qui est justement positionnée sur la valorisation de l'expertise des usagers, étant moi-même en même temps directement concernée. Juste pour compléter ton propos, Christian, je pense que le modèle des maladies rares, par exemple, il est peut-être un peu moins, on va dire, conflictuel, rentre dedans que le VIH ou l'incident nosocomial qu'on a évoqué. C'est peut-être un modèle à suivre parce que très innovant, très intégré. Et ce qui m'amène d'ailleurs une question par rapport à l'Institut assez concrète, c'est comment du coup vous allez intégrer finalement, je dirais, des vrais usagers, enfin des usagers, des personnes malades, des personnes handicapées ou en situation de perte d'autonomie dans votre programme. Comment ça peut se formaliser ? Pour l'instant, les choses, elles sont pas, le design de l'Institut n'est pas écrit à la ligne près. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'Institut, c'est un concentrateur. Ça va mettre les citrons dans le presse-citron, ça doit appuyer dessus pour qu'il y ait le jus qui sorte. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller regarder sur le terrain et de remonter des choses dans le filet pour faire école. Voilà. Si l'Institut peut être une sorte d'école de reine de la sémiologie de la démocratie sanitaire, et si on peut produire, comme Roland Barthes, les fragments de la démocratie sanitaire, ça ne sera pas si mal que ça pour que tout le monde les apprenne. Donc voilà. Après ça, la question des modèles, je trouve que moi je suis plus prudent que ça. Par exemple, je ne fais pas partie des gens qui disent que ce qui s'est passé dans la lutte contre le sida est un modèle réplicable. Je pense qu'il a donné ses fruits, il a exprimé des leçons. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes transposables. Parce que à pathologie comparable, tout n'est pas pareil. Le sida, on est dans une pathologie transmissible, on touche des personnes plutôt bien insérées dans la société, qui avaient une capacité à la prise de parole, et dans un contexte sociétal. Voilà. Donc je pense que tout n'est jamais pareil, et que dans chaque bataille, au fond, chaque bataille a ses propres règles et a ses facteurs d'émergence. Alors il faut regarder qu'est-ce qui, dans tout ça, constitue des points communs et qu'on pourrait éventuellement, entre guillemets, algorithmer. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Mais bon, voilà, je pense qu'on va découvrir des nouveaux sujets devant nous sur la route de la démocratie en santé, et qu'il faudra essayer de regarder comment chacune... voilà, qu'est-ce qui... Il y a des choses aussi qu'on a ratées dans la lutte contre le sida. Voilà, je pense qu'on a, par exemple, la réplication... Enfin, le transfert de compétences acquises dans la lutte contre le sida, dans d'autres pathologies, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas bien réussi. Voilà. Donc autant le dire et autant le reconnaître. Maintenant, peut-être cette leçon-là, dans d'autres combats, je voudrais qu'elle réussisse. Je voudrais que dans d'autres combats, quand on tire des fruits d'un combat, la réplication de ces fruits, la multiplication de ces fruits, on arrive à le faire. Et je trouve que l'Institut, s'il peut apporter ça, identifier les bonnes pratiques combattantes, entre guillemets, si on peut dire ça, sur la route du changement, et dire, voilà, si, je sais pas, j'en ai aucune idée de programme qu'on va mettre en place, parce que comme je l'ai dit, c'est collaboratif et qu'on engage la démarche. Mais moi, dans mes rêves les plus iréniques, si on pouvait avoir, je sais pas moi, une monographie des meilleures pratiques associatives en faveur du changement, bah, ça serait formidable, parce que chacun irait puiser là-dedans, dire, bon, on va essayer de faire comme ça, quoi. Mais voilà, c'est ça mon idée plutôt, d'une certaine contamination méthodologique. Si je peux me permettre, rebondir sur l'idée aussi qu'on n'est pas dans des révolutions, mais qu'effectivement c'est un processus de transformation qui s'opère. Et tout à l'heure, monsieur l'a évoqué, la participation qui remonte déjà à quelques années. On peut penser qu'avec la transition épidémiologique que nous vivons, cette question effectivement de l'implication des usagers dans leur parcours va prendre une ampleur de plus en plus importante. Et effectivement, dans cette démarche de co-construction, elle va venir en confrontation avec un modèle, comme l'explique Christian, qui est le modèle de la représentation. Et notamment, si on prend l'exemple de pays étrangers, le Québec a tout à fait connu ça, puisqu'effectivement, les établissements, par exemple, rémunèrent les représentants des usagers. Il y a un comité des usagers, mais qui est plus représentatif, et vous avez en même temps des expériences d'implication, de construction avec des patients qui, eux, sont, entre guillemets, sélectionnés par les équipes médicales et en accord avec l'association qui représente les patients. Donc on voit bien qu'effectivement c'est un processus évolutif, et comme le dit Christian, notre démarche c'est aussi
dans la façon dont les politiques publiques sont conduites, c'est-à-dire comment, eh bien, par exemple, une agence régionale de santé, comment à l'échelon territorial, on peut être facilitateur pour pouvoir mener à bien de telles démarches. En fait, il y a deux approches, quoi. Il y a l'approche parcours, suivi des usagers dans leur démarche d'accompagnement, et puis il y a aussi comment les politiques et comment les institutions deviennent résilientes en quelque sorte pour être plus ouvertes et plus centrées vers l'usager. Je pense que si tu veux, tout ça, on va aussi rentrer dans un monde de tension, hein. Moi, je vois bien les choses se profiler. Par exemple, pour le monde associatif, quand on voit les expériences que tu indiquais tout à l'heure, comme le centre hospitalier de Tourcoing, qui fait de la concertation à grande échelle avec l'ensemble de la population de son bassin de référence, ou quand tu vois à Angers où on fait la même chose, c'est aussi une tension pour le monde associatif qui dit mais c'est moi le vrai représentant et c'est pas ce que dit la population qui est pas éclairée, qui comprend pas. Donc ça va aussi être des tensions entre les deux modèles, entre le modèle représentatif et le modèle participatif. Et il faut qu'on trouve les voies d'ajustement de tout ça. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux produisent des choses qui ne sont pas les mêmes, mais qui à mon sens se potentialisent. Oui, monsieur. Oui, alors pour disons, rebondir un petit peu sur tout ce qui est dit, je pense qu'il y a également dans la participation un esprit qui est né justement du fait que nos associations se sont créées pour aider. Donc automatiquement, c'est pour témoigner surtout du résultat positif qu'a engendré effectivement par exemple la transplantation. Donc c'est l'idée de base et c'est, je pense, là-dessus que repose une générosité. Tout à l'heure, on a parlé effectivement qu'on était bénévole, mais je dirais on y tient à être bénévole pour le moment. Pour nous, c'est pas du tout la recherche, disons, d'un statut professionnel, plus ou moins. Par contre, il y a un lien, je pense, que l'on essaie de développer, c'est par exemple la pratique de l'éducation thérapeutique. Or, c'est justement dans ce domaine-là que l'on a, nous, les moyens effectivement d'aider les gens parce que avant transplantation, bon, il y a effectivement disons tout un processus d'études qui est fait sur la personne et ensuite après il y a le parcours de soins qui s'inscrit dans le cadre de du respect des différents traitements qu'on a à subir et qui sont parfois très très lourds. Donc ceci étant, nous, on est effectivement aidés par l'institution parce que la faculté de médecine de Besançon, par exemple, tous les étés, organise effectivement donc, des séances qui sont axées sur l'éducation thérapeutique. Elle commence à penser effectivement à tout ce qui tourne autour, disons, de l'action associative. Donc là, on voit quand même qu'il y a un lien possible qui, à mon avis, devrait pouvoir être développé et qui pourrait nous aider. Oui, c'est sûr, monsieur, mais vous savez, c'est un sujet que je connais bien parce que quand j'étais président du collectif à l'époque, Madame Bachelot, qui préparait sa loi de 2009, m'avait confié une mission sur l'éducation thérapeutique avec Bernard Charbonnel, qui était un professeur de diabétologie et d'endocrino à Nantes et un professeur de santé publique à Paris. Donc on avait préparé toute la démarche de reconnaissance de l'éducation thérapeutique en France, mais le résultat aujourd'hui, c'est que 90% des programmes d'éducation thérapeutique sont des programmes hospitaliers. Il y a peut-être 5 ou 6% qui sont des programmes de ville, et il doit y avoir un petit pourcent, et encore j'en suis même pas sûr, qui sont des programmes associatifs. Donc l'apprentissage de la démocratie sanitaire, quand on regarde ça, est un long apprentissage. D'autant plus que beaucoup de ces programmes hospitaliers ne sont pas collaboratifs. J'en ai été moi-même un peu entre guillemets la victime parce que j'ai découvert des programmes d'éducation thérapeutique dont on me disait que l'association Aide dont j'étais membre était un acteur. Et en fait, on n'avait jamais vu personne. On avait dû demander à quelqu'un de signer, je ne sais pas quoi. Mais bon, voilà, c'est la difficulté qu'on va avoir sur toutes les démarches de participation, c'est de fixer les critères de la co-construction. Qu'est-ce que c'est qu'une co-construction authentique ? Qu'est-ce que c'est qu'une approche collaborative ? Parce que dans un monde contemporain qui est le nôtre, où on est un peu à la recherche des effets de tribune ou des effets de marketing, on va dire « Ah oui, mais on l'a fait avec les patients ».
faire une enquête auprès des patients et de la déployer sans que les patients aient été impliqués dans la construction de l'enquête, ça n'est pas une démarche collaborative. C'est peut-être une démarche marketing, c'est peut-être une démarche de communication, mais ça n'est pas une démarche collaborative. Une démarche collaborative, c'est quand les parties prenantes sont toutes là à la première marche et pas à la marche de la fin pour venir faire un peu d'écume ou pour faire un peu de promotion, pour dire on a fait ça et c'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien d'évaluer ce qu'on fait, mais c'est tellement mieux de se dire qu'on va fixer des critères d'évaluation au départ avec les personnes concernées elles-mêmes. Donc je pense que le sujet qui est devant nous, sur toute la deuxième partie que j'ai évoquée, qui est la partie participation, comme on l'appelle, comme on veut, co-construction, comme on veut, mais c'est quoi les critères d'une bonne co-construction, d'une bonne participation, pour pas que ce soit une participation de façade. C'est, me semble-t-il, un des enjeux importants, et je pense que si l'Institut peut apporter quelques recommandations sur la co-construction en santé ou sur la participation en santé, ça sera important parce que je trouve que ça serait dommage que cette idée de la co-construction se dépouille un peu, quoi. Oui, eh bien, nous avons mis en place dernièrement une enquête auprès des adhérents de l'association Transépate de Besançon, où avec un questionnaire très fin qui a été élaboré par une psychologue qui vient d'être transplantée. Donc vous voyez que là, elle est au cœur du sujet. On va, disons, à mon avis, avoir la possibilité de construire quelque chose qui nous permettra éventuellement d'aller vers, disons, je ne dis pas une formation, mais une meilleure connaissance des personnes entre nous et une meilleure façon de s'entretenir avec eux lorsque nous sommes sollicités par le service, quoi. Une dernière question, non? Merci à tous d'être... Ah. Oui, très rapidement, j'ai pris en plus la conférence en cours de route, donc je ne sais pas ce qui a été dit au début. Ma question est la question des méthodes employées, des ressources méthodologiques pour mettre en œuvre cette démarche collaborative, participative. Je pose la question, je suis moi-même consultante issue d'un cabinet de conseil spécialisé dans les méthodes collaboratives qui s'appelle Métaplan. Donc, ma question, c'est quelles sont les ressources à disposition dans ce domaine-là? Si vous voulez, moi je pense que c'est une des ambitions de l'Institut. De toute façon, aujourd'hui, vous ne trouvez pas de réponse à la question que vous posez. Il n'y a pas de guide méthodologique. Alors il commence un petit peu à émerger dans quelques domaines particuliers, mais je pense qu'on a besoin de faire un état des lieux des approches participatives. Il y en a de plusieurs catégories avec des valeurs différentes. Et par exemple, les jurys citoyens, c'est une manière de faire des choses. Les enquêtes collaboratives, c'est une autre manière. Les conférences de consensus, qui est un modèle quand même très élaboré dans le domaine de la santé, mais vous l'avez sur la chose médicale. Vous n'avez pas des conférences de consensus sur les aspects organisationnels. Donc, il y a des algorithmes aussi à inventer pour faire émerger un consensus sur une approche territoriale, par exemple. Donc il y a des leçons à tirer, y compris en dehors du système de santé. J'ai parlé tout à l'heure, peut-être avant que vous arriviez, des méthodes qui étaient utilisées dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'aménagement du territoire. Donc il y a des leçons à regarder. Quand vous regardez tous les apports de la Commission nationale du débat public en France, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Il y a un travail qui a été entrepris par la DGS il y a 2 ans, qui avait été confié d'ailleurs à un cabinet de conseil, mais qui n'a pas été promu, de sorte que tout ce qu'il avait repéré n'a pas bien percolé dans le système. Et moi, je pense qu'une de nos axes de travail, ça sera, je pense, de sédimenter un peu, voilà, une espèce de carte du tendre, des méthodes participatives, avec sa vallée des jurys citoyens, son monde de la participation, etc. etc. Voilà, faut qu'on arrive à faire ça de manière à ce que chacun puisse s'y repérer et se dire, dans telle aventure que je vais mener sur tel territoire, je vais plutôt choisir cet outil-là ou cet autre-là. Mais en se disant, voilà, j'arrête de panacher, j'arrête de faire de la com, j'arrête de faire du marketing, mais je fais une démarche qui a des sous-basements scientifiques en sciences humaines et sociales et qui a visé à produire quelque chose de préalablement identifié, quoi. Voilà, je ne voudrais pas que le collaboratif, le participatif, la co-construction se déflate comme ça en 4-5 ans parce qu'on n'aura pas su la porter là où on a envie de la porter. Merci à vous tous. Merci à tous.
I've got chills.